Bienvenue sur une interview très intéressante et très enrichissante avec des sujets qui nous concernent vraiment tous. Aujourd'hui, on accueille Mouna Creed, psychologue clinicienne, avec nous. Bonjour Mouna. Bonjour Christine, merci de me recevoir. Mais au plaisir. Et dans quelle ville tu es psychologue, Mouna? Alors, je suis psychologue libérale à Beaulieu-sur-Mer. Waouh, très très jolie ville. Ouais, T'as beaucoup de chance. ouais, c'est vrai. Sans plus attendre, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aborder d'emblée le premier thème, qui est un thème qui est discuté en ce moment, surtout en ce moment, par beaucoup de monde, et j'ai envie de dire tant mieux. Mais nous, on va décrypter ça de plus près et avec l'avis d'une professionnelle. C'est surtout ça qui m'intéresse et qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'harcèlement, bien évidemment, on va en parler. Mouna, moi, ce que j'aimerais savoir, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, les profils d'harceleurs. Il y a le cyberharcèlement, on le sait, qui a fait des dégâts, un carnage pas possible, surtout ces derniers temps. Il y a également les harceleurs dans la vraie vie. Déjà, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le profil cyberharceleur et harceleur dans la vraie vie ou pas vraiment? Déjà. Alors, je pense tout d'abord qu'il faut quand même distinguer deux choses. Ce qu'on va retrouver en général dans le harcèlement, ça va pas être un profil typique à proprement parler dans le sens structural, mais par contre, ce qu'on retrouve généralement est assez similaire chez tous les harceleurs. Ce sont des mécanismes de défense psychique à l'œuvre, souvent inconscients. Donc, on peut retrouver la projection. Donc, ça va être le fait donc, de venir projeter à l'extérieur sur quelqu'un d'autre ce que la personne elle-même vit à l'intérieur et n'est pas D'accord. en capacité de pouvoir gérer. D'accord. On va pouvoir retrouver le déni, le clivage, c'est-à-dire couper l'affect finalement de son acte. Et donc, Mhm. dans le fait d'agir, c'est comme s'il n'y avait pas de conséquences, vu que c'est désaffectivé. Et puis, on retrouve bien évidemment des défenses narcissiques qui sont quand même très fragilisées et qui renvoient à une forme de violence et de domination pour pouvoir se sentir exister. D'accord, très bien. Et dans le cyberharcèlement plus particulièrement, on va retrouver le même type de mécanisme de défense. À la différence, c'est très important, il y a le format numérique qui vient quand même tout changer. L'écran vient littéralement faire écran chez la personne Oui. et le cadre symbolique donc, qui nous tient en société et dans la Mhm. vie de tous les jours chute totalement. C'est-à-dire que la personne agit dans une jouissance sans frein, c'est en plus comme ça de jouissance, et donc elle peut venir attaquer, commenter, harceler, violenter les autres, sans finalement être responsable de ses actes. Voilà, et c'est ce qui arrive très souvent, malheureusement, via certaines applications. Et bon, bah, des mesures apparemment vont être prises par rapport à tout ça, et on l'espère, je crois, tous, soit dit en C'est passant. ça. Oui. Bon, écoute, moi, ce que j'aimerais maintenant, ce deuxième thème qu'on va aborder toutes les deux, c'est un thème qui est jamais abordé par contre, mais qui rejoint le sujet de l'harcèlement. Oui. Et ce thème-là, c'est vraiment pour moi essayer de comprendre, encore une fois, grâce à toi, Mouna, qui est une professionnelle, comme je le dis, chacun son métier, hein, encore une fois, c'est les personnes qui font la politique de l'autruche, qui sont dans la mauvaise foi en soutenant les harceleurs en question, Mhm. que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Notamment, je vais mettre l'accent sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'il y a malheureusement trop de personnes Mhm. qui sont, je le répète, dans la mauvaise foi, qui minimisent totalement les actes de ces personnes qui harcèlent, je le répète, en trouvant des excuses. Alors, ce profil-là, ces profils-là, bah, qui sont-ils? Qui c'est ces gens-là? Pourquoi défendre l'indéfendable? Souvent, ce qu'on va retrouver, donc là on est dans une jonction entre la psychologie clinique et la psychologie sociale, les personnes ont le besoin d'appartenir, donc une appartenance groupale. Et D'accord. souvent, quand des personnes vont aller s'abonner à une personne, liker ses contenus, etc., Mhm. eh bien, c'est quelque chose qui fait groupe, qui fait appartenance, qui fait il y a des pairs. Et si cette personne devient elle-même harceleur, donc la personne à qui on s'est abonné, etc., Oui. eh bien, la personne en question donc, qui s'est abonnée va venir minimiser ces choses-là Mhm. pour plusieurs raisons. Premièrement, dissonance cognitive, c'est-à-dire que reconnaître qu'à un moment donné on a fait le mauvais choix et qu'on s'est abonné à une personne qui socialement n'est pas très acceptable et qui agit de manière négative, c'est reconnaître à un moment donné qu'on a été nous-mêmes fautifs d'avoir fait quelque chose
qui n'est pas socialement acceptable. D'accord. Donc, il y a la minimisation des agissements de la personne à laquelle on va adhérer, etc., et à ce groupe, pour pouvoir continuer à rester en cohérence psychique et à se dire je n'ai pas mal agi au moment où je me suis abonnée. Il y a une forme de déni, hein? Tout à fait. D'accord. Ça va avec le déni et Ok. puis surtout ne pas ressentir cette dissonance cognitive qui est bon, bah, là je dois faire marche arrière, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. Voilà. Ensuite, on le sait, je veux dire, se sentir dans une appartenance groupale, etc., c'est être du côté du fort et venir se retirer et trouver un autre groupe. À un moment donné, c'est risquer le rejet, l'abandon et la solitude. D'accord. Et c'est quelque chose que les personnes dans le déni ont beaucoup de mal à faire. Et puis, au niveau clinique, on retrouve aussi quelque chose donc, de très saillant dans ce genre de comportement. Ça va être l'incapacité de reconnaître le mal, parce que finalement, si on le reconnaît, on reconnaît que l'on peut être nous-mêmes sujets à le vivre et c'est beaucoup trop angoissant. Donc si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Un traumatisme est possible dans ce troisième cas de figure? Soit des personnes justement qui elles-mêmes, à un moment donné, ont été sujettes à vivre une agression quelconque. D'accord. Et des personnes qui ne sont pas en capacité de voir que le mal peut agir. De fait, si on ne le reconnaît pas, ce n'est pas angoissant. En fait, c'est angoissant pour les personnes de reconnaître certaines gravités, de s'y confronter, de se dire je vis dans ce monde-là et ces choses-là existent. Mhm. Donc on est plus du côté du déni collectif. Voilà, d'accord, du déni collectif. Et moi, je dirais, humainement parlant, je ne suis pas psychologue, de la mauvaise foi. Pour aller défendre l'indéfendable, pour moi, c'est de la mauvaise foi. Je suis désolée. Certaines personnes, honnêtement, ne sont pas dans la conscience. Certaines, mais d'autres oui, peut-être ou pas. Peut-être. Alors après, je ne parlerai pas d'une méchanceté pure et dure, parce que tout est en mouvement. D'accord. Et que les choses ne sont pas figées. On peut être à un moment donné dans une position donc, de défendre quelque chose qui est indéfendable, et puis quelques années après, évoluer psychiquement et ne plus considérer ces choses-là. Ce qui serait bien. Je pense vraiment qu'il s'agit de mécanismes de défense psychique inconscients à l'œuvre, qui tiennent quelque chose chez la personne, en tout cas de son rapport à elle-même, de la violence et des conséquences du harcèlement. Ok, très bien. Alors, vous savez, nous, en psychologie clinique, on ne se fait pas l'avocat du diable, je tiens à le préciser. Oui, j'imagine, justement. On est en possibilité de rendre compte de manière la plus objective possible de ce qui se passe, même si, bien évidemment, on n'accepte absolument pas les conséquences qui peuvent être à des moments dramatiques et gravissime. Puis vous êtes dans une posture où vous dissociez, justement. Il y a le côté pro, il y a le côté humain. Ça ne doit pas toujours être évident, mais... En tant que psychologue, en effet, on est dans une posture clinique et on n'est pas là pour apporter un quelconque jugement humain. C'est ce que je comprends aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse échanger tout ça. Ah, c'est très intéressant. Je suis ravie. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis ravie. On aborde le troisième thème, qui est fort intéressant également, qui parle plus d'harcèlement, qui parle d'autre chose. C'est la manipulation, mes amis. La manipulation ressort, encore une fois, énormément. Mais moi, j'ai envie de dire, qui peut dire je n'ai jamais manipulé personne, je n'ai jamais manipulé de toute ma vie? Moi, j'y crois pas personnellement. Mais j'ai une question, Mouna, en fait. Est-ce que tu penses qu'il est possible? Moi, c'est ce que je pense. Et si tu penses que c'est possible, tu vas nous expliquer, selon toi, un petit peu le pourquoi du comment. Pour moi, il est fortement possible, je l'ai déjà fait moi-même, pour être tout à fait franche, de manipuler négativement. Malheureusement, oui, c'est possible, on le sait, mais positivement également. Moi, je sais que, je donne un exemple, hein. Je veux vous influencer à participer à une œuvre humanitaire. Eh ben, je vais vous manipuler à ma façon pour ça, parce que finalement, est-ce que convaincre n'est pas un peu synonyme, vouloir convaincre, de manipuler? Déjà, enfin, je vais laisser Mouna s'exprimer là-dessus, elle est plus apte que moi à donner des réponses concrètes, mais je veux bien échanger là-dessus, effectivement. Alors, c'est très intéressant, je te remercie de me poser cette question. En effet, la manipulation est au cœur du lien humain. Donc, je vais m'expliquer. Après, ça va dépendre du type de manipulation, on va avoir deux niveaux. Mais prenons dans les prémices de la vie. Un bébé manipule déjà son environnement. Vous prenez un bébé, il manipule déjà son environnement, il manipule déjà l'adulte, il manipule déjà l'autre pour avoir son biberon, pour avoir de l'affection, pour avoir son jouet préféré, etc. etc. Ah, oui. On est dans une manipulation du lien pour rechercher le regard de l'autre, l'affection, l'amour, la sécurité. Donc,
vous comprenez à ce moment-là qu'on est dans une manipulation qui est dite non pathologique et vous pourrez dire positive. En effet, si on reprend aussi ton exemple, c'est à un moment donné venir argumenter ou se mettre dans une position pour pouvoir tirer quelque chose de l'autre. Mais c'est quelque chose du bien humain qui est tout à fait sain et normal. Et on va rencontrer par contre un autre type de manipulation qui lui, à mon sens, devient problématique. C'est quand le lien humain s'efface pour venir dominer l'autre et qu'il n'existe plus en tant que sujet. C'est-à-dire, je viens manipuler une situation ou quelqu'un, mais sans plus prendre en compte qui elle est, pourquoi en tant qu'humain, de ses désirs, de ses envies. Donc on objective la personne, ça devient un objet. D'accord. Et on s'en sert et on la manipule à ses fins pour finalement avoir ce qu'on cherche. Là, on la déshumanise. Enfin, c'est carrément objectivée. Wow. C'est souvent ce qu'on va retrouver dans des types de manipulation perverses. C'est-à-dire que là, on n'envisage plus la manipulation pour créer un lien de réciprocité et une réelle rencontre. On manipule l'autre pour l'objectiver et qu'il devienne un pion, finalement. D'accord. Pour servir ce dont on veut finalement faire. Et la manipulation positive ? La manipulation positive, je dirais qu'elle existe. Ouais. En effet. Voilà, elle existe. Bon. Elle existe, oui. Très bien. C'est ce qu'on fait au quotidien pour attirer l'attention sur soi. Comme l'exemple des petits bébés, c'est vrai qu'on ne peut rien mettre de négatif là-dessus. Exactement. D'ailleurs, il y a un côté même vital pour eux, dans les exemples que tu as cités. Mais oui, elle existe et tant mieux. Donc, il ne faut pas non plus tout le temps, si je peux me permettre, s'accabler. Les gens s'accablent. Manipulateur. Une fois, j'ai fait une vidéo sur la synergologie où je disais que parfois, appuyer son discours avec les mains, c'était une façon déjà, oui, de structurer son discours, mais aussi de l'appuyer et donc de convaincre. Et c'est vrai qu'il y a un petit synonyme, si je peux dire, de manipulation dans l'état d'esprit. Je veux convaincre, j'appuie mon discours. Mais ça peut être très positif aussi, selon ce qu'on raconte. Positif. Ça va dépendre, comme je le disais, de la manière dont on envisage l'autre et le lien. Voilà. Et le but ? Si le lien est préservé humainement et qu'on prend en compte la dimension de l'autre dans ce qu'il est, il n'y a pas de problème. Et dans quel but ? Si le but, c'est encore une fois quelque chose de bénéfique, tant mieux. Maintenant, si c'est manipulé pour rendre l'autre à l'impuissance et pour dominer et pour être violent, là, on rentre dans quelque chose de pathologique. De pathologique et à vomir. Désolée, je suis franche. Ne t'excuse pas, Christine. Tu as tout à fait le droit de le penser parce qu'humainement, c'est en effet très violent. Oui. Alors, mais je suis franchement tellement contente de recevoir tes réponses. Je me répète, mais waouh, déjà. Des sujets qui je veux dire, si on voudrait les approfondir, on pourrait passer des heures et des heures. Oui. Mais je tente de rendre compte de la manière la plus claire possible. Voilà, la plus claire pour tout le monde. Voilà. Et bien, on va commencer à aborder le dernier sujet, qui est assez actuel finalement. Allez, une petite touche de modernisme également dans tout ça. Eh bien, on va parler de l'amour. Ah ben non, c'est pas moderne. C'est pas moderne. si. Ben, en fait, moi, ma question première serait, avec les réseaux sociaux, les applis de rencontres, est-ce que finalement, l'amour aujourd'hui, c'est de l'amour sincère ? Est-ce qu'on veut vraiment tomber amoureux, ressentir cette sensation réelle qui est le vrai sentiment amoureux, ou est-ce qu'on a un besoin de validation, tout simplement ? Est-ce que les réseaux sociaux rentrent en compte dans tout ça pour, on va dire, un petit peu briser cette sincérité qui est le sentiment en lui-même amoureux ? Alors, plusieurs choses. À mon sens, en 2025, bien évidemment qu'on est toujours dans la quête et dans la recherche de l'amour sincère. C'est un beau cœur, clairement, de l'humain, c'est la base de nos liens. Petit détour rapide sur ce que c'est l'amour en psychologie. L'amour, ça va être deux psychismes qui se rencontrent, deux inconscients qui se rencontrent et qui vont à un moment donné œuvrer ensemble, c'est-à-dire s'alimenter. Ouais. En général, quand ça match dans un couple et quand ça peut durer toute une vie, c'est quand les symptômes psychiques de l'un et de l'autre s'alimentent. Exemple très concret, assez banal, une personne qui est un petit peu dans le syndrome du sauveur rencontre une personne qui a besoin d'être sauvée, bim, les deux symptômes
mâche, ça va fonctionner. Ok. En général, c'est quand on a fait un petit peu le tour et que ça bouge et que les symptômes bougent et que l'autre n'arrive pas à rétablir, qu'on a fait le tour et qu'on se dit « Ah tiens, je suis plus trop amoureux ». Il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose de très narcissique. Ah bon? C'est très narcissique. Ah là, je suis étonnée. Pourquoi? On y vient. Ah bon? Eh bien parce que, oui, bien sûr c'est une rencontre, on est dans le partage, de découvrir l'autre, etc. Mais ce qu'on recherche avant tout dans l'amour, c'est la manière dont l'autre va nous faire ressentir. Et on l'entend souvent, j'aime la manière dont il me regarde, Oui. j'aime la manière dont il me fait me sentir, il me fait me sentir belle, etc. Ah, etc. j'en ai une. Oui, La chanson, c'est moi que j'aime à travers vous. Je sais plus qui chante ça. Mais... exactement. Eh bien, l'amour a une grande part narcissique. Et d'ailleurs, on va le retrouver quand les personnes sont carencées narcissiquement et qu'elles ne s'aiment même pas elles-mêmes un minimum, elles ne vont pas pouvoir être dans un amour dit sain. Parce qu'elles-mêmes ne s'aiment pas. Donc elles vont aimer l'autre de la manière dont elles se voient à travers l'autre. Donc il faut savoir que c'est très narcissique. Et l'amour demande aussi d'accepter une part de risque et de manque. D'accord. Par exemple, on entend souvent cette phrase, moi qui me fait franchement sourire, qui est oui, mais moi je me sens totalement complet, complète, je n'ai pas besoin de quelqu'un si j'ai quelqu'un autour du plus. C'est totalement faux. D'accord. Parce que même si on se sent être dans la complétude, la réalité c'est qu'on est tous manquants. Et que ce qu'on recherche à travers l'amour, c'est cette part de nous qui manque. D'accord. Donc, l'amour en soi et l'amour véritable demande une part de mystère, une part de danger, parce que c'est se laisser, c'est se livrer à l'autre, dans quelque chose finalement, c'est un risque. Et ce qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, et ce que tu disais, et sur les plateformes d'applications, etc., tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de vous dire précédemment. Mais pourquoi? C'est moins sincère? Ça C'est n'a rien à pourquoi voir parce que ce point? on va axer le sentiment amoureux et la relation amoureuse sur du paraître, sur du Instagrammable, c'est-à-dire les relations 2.0. On vous montre que c'est beau, on est au restaurant, on est bien habillé, on est beau, il n'y a pas de problème, c'est du rire, etc. Mais en fait, on vient lisser l'amour et on vient le réduire à une pulsion visuelle finalement. Bien regardez sûr. comme on est beau, regardez comme on est bien assorti, etc. Ce qu'on appelle le faux self finalement. C'est-à-dire, je montre à l'extérieur quelque chose dont j'ai envie La pub. d'adhérer. C'est-à-dire, j'ai un public, je veux leur montrer que l'amour c'est ça, et donc dans une idée très fantasmatique et imaginaire, tout le monde va se dire mais c'est ça l'amour, mais je veux être en couple comme ça, comme ci, comme ça. Sauf que la réalité... C'est une représentation là carrément, ce que tu es en train de me décrire. Tout à fait. Ouais. La réalité c'est que ces personnes-là, dans un principe de réalité, quand elles sont plus sur les réseaux sociaux, sont confrontées à la chose dont je viens de vous dire avant. Bien qu'elles sûr. ne montrent pas et qu'elles ne disent pas. Donc en soi, l'amour va venir être déformé, ça va être une loupe totalement déformante sur les réseaux sociaux. Et le danger, en soi, c'est pas dérangeant, mais ça devient un danger quand les personnes n'ont pas suffisamment, j'ai envie de dire, ne sont pas suffisamment nourries d'elles-mêmes et qu'elles pensent que leur relation doit se passer comme ce qu'elles ont observé sur les réseaux sociaux. C'est là où ça devient un danger. Il peut aucunement y avoir dans ce style de profil une petite part de magie quand même, que ceux qui nous regardent vont se dire peut-être ah ben mince, moi j'avais un coup de cœur derrière l'écran, ça se passait bien, je me sentais sincère. Au niveau de l'identification, oui. Oui. Tout à fait. Mais je veux dire, baser son couple, son amour et sa vie sur les faits et les gestes de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose qui va permettre à la personne de se rencontrer elle-même et de pouvoir réellement rencontrer l'autre. Un manque de réalisme, de solidité, si on peut dire, dans la démarche en elle-même, qui est le sentiment amoureux. Par exemple, j'observe souvent, et j'en ai entendu parler, beaucoup de personnes m'en ont parlé, des personnes qui vont prendre par exemple des décisions de vie qui sont assez conséquentes, parce qu'elles ont écouté un live sur TikTok de la personne qui n'a mais que le 1/10 de la situation, conseille à la personne de divorcer. Waouh, alors là, mauvais plan. Hein. Et ça arrive souvent. Et ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas votre intimité, ne connaissent pas votre monde, ne connaissent pas le pourquoi du comment vous êtes en couple avec cette personne. Et je reviens à ce que je disais précédemment, qu'est-ce que ça alimente chez vous psychiquement. Je veux dire, il n'y a pas en amour une formule mathématique, c'est pas 2 + 2 = 4. Voilà. Ça ne s'explique pas concrètement.
les personnes sont dans une relation et développent un sentiment amoureux parce qu'elles-mêmes en tirent quelque chose à un moment donné. En tout cas, ça dit quelque chose d'elles. Très bien. Et Très, les très réseaux intéressant. sociaux mettent à distance tout ça. Elles mettent à distance finalement le fait de pouvoir se C'est ce que je créer voulais soi savoir, voilà. sur son monde et de savoir pourquoi on est dans une relation comme celle-ci. Voilà, donc on ne dit pas que c'est complètement néfaste et pas sincère, mais on est quand même d'emblée au moins dans le réalisme du sentiment amoureux, qu'on le veuille ou non, quand ça passe via les réseaux sociaux. Ben, on montre du moins un sentiment amoureux, mais de manière très imaginaire et fantasmatique, même si ça se passe aussi comme ça dans la réalité, mais c'est vraiment axé sur l'image. Oui. C'est vraiment axé sur... on vous montre qu'on est heureux à travers une sortie, à travers un cliché, à travers des beaux vêtements. Et c'est vrai, Seulement, on le remarque on ne peut pas assez, réduire c'est vrai. l'amour à ça. On peut pas, non. C'est quand même, Je suis d'accord avec toi. c'est quand même... c'est pas possible. Voilà. On est bien d'accord. Donc en soi, oui, je dirais que l'amour sincère existe toujours. Il y a évidemment une notion aussi qui est totalement corrélée, c'est le besoin de reconnaissance. Ça vient en lien avec le narcissisme aussi. C'est central, c'est que, bah oui, à travers l'autre, on recherche à être reconnu dans ce qu'on est, on cherche à être aimé, on cherche à être accompagné. C'est vrai que s'il n'y a que ce mouvement-là, et qu'il n'y a pas le mouvement d'aller vers finalement l'altérité aussi, et d'apprendre réellement à connaître l'autre, on est finalement dans le pur besoin. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être sécurisé, mais quand, je veux dire, ce besoin-là est sain, mais il dit aussi quelque chose de la personne quand elle est dans le désir, elle aussi, d'apprendre à connaître l'autre. C'est ça le mouvement de l'amour. C'est en même temps, je suis dans le désir d'apprendre à connaître l'autre, dans son altérité, mais il me renvoie quelque chose de moi que j'aime bien. S'il n'y a que ce retour-là, en général, c'est vraiment plus de l'ordre du besoin. D'accord, très bien. Que d'aimer. Bien sûr, oui, je comprends, tout à fait. Voilà. Et aimons-nous nous-mêmes en priorité, Ouais, peut-être que c'est ça finalement. C'est la base. Il faut déjà passer par ça, c'est la base, voilà. La base. C'est une belle conclusion d'ailleurs, de s'aimer soi-même, déjà. Voilà. En tout cas, Mouna, un grand, grand, grand merci. Je pense que vous aussi, vous avez kiffé, franchement. Faudrait être difficile, hein. Professionnel, tout en restant naturel. Enfin, vraiment au top. Merci beaucoup, Mouna. Merci à toi, Christine. Merci. Merci de nous avoir écoutés.